Et avec Marion l'histoire. Paris, vous retenez quoi de ces 10 jours? C'est la dimension humaine finalement, cette proximité que tous les Britanniques et au-delà des Britanniques, qu'un grand nombre de personnes ont ressenti vis-à-vis de cette reine qui a fait partie de la vie de tout le monde. Et en effet, sur laquelle ça fait une parenthèse, moi je vous rejoins plutôt là-dessus, la parenthèse enchantée pour le Royaume-Uni, pour les Britanniques, elle va s'éteindre à un moment parce qu'il y a quand même des problématiques derrière qui sont bien réelles. Parmi ces témoignages, Marion Parissé, il y a cette femme qui dit j'avais besoin de venir pour dire au revoir à la reine et de dire à mes petits-enfants que je suis venu me recueillir devant son cercueil. En gros, il y a aussi cette idée de transmission. Il y a cette idée de transmission parce qu'elle a incarné une figure, on parlait de la notion de devoir, et c'est exactement ça, c'est ce dévouement de sa vie entière, cette vie qu'elle a dédiée à son pays, et où les Britanniques lui en sont tout simplement, je pense, aussi reconnaissants, parce que malgré tous les scandales qui peuvent entourer parfois la famille royale, il y a cette reconnaissance d'une femme qui a donné toute sa vie, toutes ses années, tout son temps, et d'une manière assez noble, et qui a été perçue justement en comparaison avec les scandales qui ont pu toucher sa sœur, ou bien maintenant sa famille, ses petits-enfants. ses petits-enfants. Elle est parue quand même s'élever au-dessus de tous ces problèmes-là. famille. On dit normalement que le roi ne fait pas de politique. Mais est-ce que Charles III restera roi ou il sera aussi un peu chef d'État et il va faire en quelque sorte de la politique? En tout cas, dans son premier discours, ce qu'il a annoncé, il a bien récapitulé ça en rappelant qu'il était conscient de son rôle et des limites justement qui vont avec, et qu'il entendait bien être le roi de tous les sujets britanniques, et ce qui implique implicitement de mettre en retrait potentiellement un certain nombre de ses opinions personnelles sur des sujets qui peuvent parfois cliver, alors que justement la figure royale est censée au contraire unifier le peuple britannique. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est que malgré une plutôt mauvaise image qu'il avait jusqu'à la mort d'Elisabeth II, les premiers sondages montrent qu'il y a quand même 75% des Britanniques interrogés qui considèrent que depuis la mort d'Elisabeth II, il a fait un sans faute, qu'il a bien géré, qu'il a bien su se positionner dans ces jours qui étaient quand même compliqués pour l'ensemble des Britanniques, et qu'il a pu peut-être trouver ce juste équilibre à ce stade. Reste à voir si ça durera. Donc il pourra se le permettre. Sur l'avenir de la monarchie, il faut rappeler que le souverain britannique est aussi le souverain reconnu par 15 pays qui font partie du Commonwealth. Et aujourd'hui, la question se pose pour certains de faire de la transition vers la République. Alors, en ce moment, alors que la figure d'Elisabeth II vient de disparaître, peut-être que justement Charles III n'aura peut-être pas la même aura, la même influence pour pouvoir maintenir notamment l'Australie, qui a nommé il y a 2 mois un ministre pour assurer la transition vers la République. Ça peut accélérer peut-être certaines dynamiques dans ces pays-là. Je crois que le Premier ministre australien Je me tourne vers vous, Marion Parissé. Je rappelle que vous êtes spécialiste en politique publique. Il y a un grand absent dans ces funérailles, c'est Vladimir Poutine, qui n'a pas été convié dû au contexte de guerre en Ukraine. Le Kremlin l'a très mal vécu en disant que c'était un acte blasphématoire que de ne pas inviter Vladimir Poutine. Oui, c'est une réaction qu'on pouvait attendre de leur part. C'est tout à fait logique dans le sens où le règne d'Elisabeth II semblait, je pense, pour eux dépasser largement les questions, on va dire, pour eux conjoncturelles, qu'est cette opération spéciale selon leur thème en Ukraine. S'ils ne s'étaient pas offusqués, ils auraient juste accepté les faits tels quels, et ce serait rentré comme un acte normal. Et la normalisation de ne pas inviter Poutine aurait été, pour le coup, une insulte au Kremlin, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour les pays occidentaux, de manière générale, auxquels Poutine a déclaré indirectement la guerre sur l'Ukraine, il l'a quand même assumé, de dire c'est un conflit aussi contre l'Occident, contre l'OTAN. Ça ne serait absolument pas envisageable d'avoir Poutine autour de la table, même si c'est en effet un événement qui dépasse simplement la diplomatie et les relations internationales d'un pays avec les autres. Je crois qu'il se replace aussi dans la longue durée de l'URSS, qui était un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et donc la Russie est l'héritière. Voilà, donc il y a toute cette espèce de
discours un petit peu historique derrière tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'en effet, là, on parlait de diplomatie, c'est des jeux d'influence, même si on est dans une période qui est une période de recueillement aussi face au décès d'Élisabeth II. C'est une période aussi où se jouent toujours les rapports de force entre les pays. Et c'est aussi pour ça qu'on voit certains chefs d'État qui ne vont pas forcément vouloir se plier au protocole tel qu'il est indiqué par les Britanniques, parce que derrière, c'est la représentation de leur poids, ce qu'ils sont capables d'obtenir de la part du gouvernement britannique qui est en jeu. Voilà. Et pour moi, ce serait la transcendance, puisqu'on a quand même un mouvement aujourd'hui où on s'élève finalement de tous les troubles qui nous concernent à tous les niveaux, et pour les Britanniques aussi. C'est un moment de se recueillir et de savoir quel est leur héritage passé et qu'est-ce qu'ils transmettront à leurs enfants.